sans mauvais jeu de mots, je ne suis plus à l'université de Lille, j'ai muté à l'université de Lorraine, mais c'est juste un tout petit détail, si tant est qu'ensuite il y ait des demandes par mail. Alors bien évidemment, je commencerai par remercier les organisateurs de ce colloque, de ces assises, qui non seulement, messieurs Matteux et messieurs Viala, m'ont donné la possibilité de venir, intervenir, mais aussi de pouvoir parler d'un sujet, vous l'avez rappelé, qui m'a longtemps préoccupée, ce qui me permet un peu de renouer avec de vieux amours, la sexualité et le droit. Et le sujet portant en son sein une certaine part d'exotisme, je n'ai pas souhaité réaliser de PowerPoint pour exacerber par le biais de photographies ce caractère exotique, place à l'imagination. Bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est une excuse. C'est tout simplement que je ne maîtrise absolument pas l'outil. Alors, comme l'a si bien dit Michel Comte en 1980, ne pas parler de sexualité, c'est ne pas parler de soi. La sexualité se présente depuis longtemps pour de nombreux êtres humains comme une préoccupation majeure, presque au même titre que certains besoins primaires, manger, boire, respirer. Non seulement l'homme s'adonne aujourd'hui aux joies de la sexualité par plaisir, par amour, parfois, il paraît que ça existe, mais il en fait également un sujet d'art, un commerce et même parfois un objet de recherche. Il est donc tout naturel de s'interroger lorsqu'arrive un nouvel acteur, l'homme augmenté, sur les rapports que va entretenir cet homme augmenté avec la sexualité et le droit. Et lorsqu'on s'intéresse à la sexualité et au droit, d'une manière générale, et donc lorsqu'on s'intéresse à la sexualité de l'homme augmenté, il est surtout question de la détermination du permis et de l'interdit, du légal et de l'illégal. Et donc, à titre de propos liminaire, je vous propose de rappeler deux éléments qui me paraissent essentiels pour pouvoir ensuite aborder le sujet. D'abord, c'est que, en la matière, les fortifications premières qui ont longtemps existé en droit, notamment sous l'Ancien Régime et qui visaient à protéger la société du mal de la sexualité, ont peu à peu cédé aujourd'hui. Au fil du temps, le poids de la morale traditionnelle s'est affaibli et aujourd'hui, il est bel et bien question de liberté sexuelle. Je compte sur vous, si jamais il y a une image, je souhaiterais ne pas passer à côté pour réagir. J'avais une petite tendance à jeter un coup d'œil sur le côté. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la liberté sexuelle. Et toutefois, deuxième remarque, cette liberté sexuelle n'est bien sûr pas absolue. Elle n'est pas absolue, il existe des limites pénales, des infractions, puisque si l'on veut bien admettre que l'homme est avant tout un animal, avant d'être un être social, il est évident que pour une bonne organisation de la société, il faut canaliser les instincts animaliers que pourrait avoir l'homme pour éviter l'anarchie sexuelle. Et donc, il existe des comportements interdits, des gestes sexuels prohibés ou possibles mais encadrés. Donc, l'existence de ces infractions se traduisent en droit, d'une manière générale, par le fait que la sexualité est un océan de liberté et que, de temps à autre, il est possible de se confronter à des îlots d'interdits. Alors justement, quels sont les rapports qu'entretiennent les hommes augmentés avec la sexualité et le droit? Comment le droit pénal appréhende-t-il l'arrivée de ce nouvel acteur? Est-ce qu'un homme augmenté peut être auteur d'une infraction sexuelle? Est-ce qu'il peut être victime d'une infraction sexuelle? Est-ce que nos limites pénales sont adaptées? Est-ce qu'elles devraient évoluer? Autant de questions qui finalement se résument par une question plus générale, par une interrogation plus générale. Est-ce que la sexualité de l'homme augmenté se traduit par une évolution ou une révolution du droit pénal? Et pour répondre à cette question, il me semble qu'il est plus simple de dissocier l'intervention en deux points. Pour parler tout d'abord de l'homme augmenté au sens strict, c'est-à-dire l'homme qui connaît une augmentation, une amélioration de ses organes sexuels, soit par leur fonction, soit par leur apparence, et ensuite de pouvoir aborder les relations sexuelles augmentées, c'est-à-dire une approche un peu plus indirecte d'une évolution du corps en lui-même. Donc commençons par une approche sur... Je fais comme si j'avais un PowerPoint. Par une approche sur les organes sexuels augmentés. Et là encore, je vais essayer de faire assez simple, essayer de faire assez court pour respecter le temps imparti, pourquoi pas même réussir à rattraper quelques minutes.
Dans cette partie sur les organes sexuels augmentés, il me semble important de préciser d'abord que la notion d'organe sexuel va être entendue ici de manière large, c'est-à-dire la poitrine, le vagin, le pénis, l'anus, mais que, évidemment, avant de pouvoir étudier comment le droit pénal appréhende une situation illicite en matière sexuelle qui mettrait en cause ou qui mettrait en jeu un homme augmenté, il me semble important de rappeler l'évolution en la matière de la première réparation de ces organes pour avoir imaginé aujourd'hui une amélioration de ces organes. Donc je vous propose de commencer par une première sous-partie très rapide pour rappeler brièvement cette idée première de la réparation vers l'augmentation pour mieux comprendre aujourd'hui comment le corps peut être amélioré au niveau des fonctions sexuelles. Puisque bien sûr les mystères de la sexualité intéressent depuis longtemps la médecine, mais au départ on a essentiellement cherché à attester la virilité des hommes mariés, et éventuellement il était parfois question d'étudier les déviances sexuelles, notamment des femmes qui étaient souvent qualifiées d'hystériques. Et puis c'est devenu une réelle activité médicale, hein. Il est courant d'entendre parler de la médicalisation de la sexualité. La bonne santé sexuelle trouverait une existence aux côtés de la bonne santé d'une manière générale. La première approche a donc été celle du traitement, de la réparation des organes sexuels qui auraient connu un dysfonctionnement, soit du fait d'une pathologie, soit du fait d'un acte chirurgical, voire même simplement d'effets secondaires de médicaments. Donc une première finalité thérapeutique, il s'agissait de restaurer une fonction, ou de restaurer l'apparence du corps, la beauté du corps. Quelle que soit l'origine du dysfonctionnement, on avait plusieurs voies pour tenter de réparer, la voie médicamenteuse, la voie chirurgicale ou encore la pose de prothèses et d'implants. Et puis l'évolution de la médecine et des technologies, en général, et surtout aussi de la demande des individus, a introduit un nouveau concept, ce concept de corps augmenté, sans qu'il y ait lieu de rechercher une quelconque dysfonction à l'origine. On peut non seulement réparer aujourd'hui des organes sexuels, mais en dehors de tout dysfonctionnement, on peut bien sûr chercher à améliorer ses performances sexuelles, à augmenter son organe sexuel, voire même tout simplement à améliorer son apparence. Et à nouveau, on retrouve les mêmes possibilités d'action, par voie médicamenteuse. Bien sûr, on pense au célèbre Viagra. Par voie chirurgicale, là encore, de nombreux exemples existent, ne serait-ce que l'allongement du pénis, ou encore par la pose de prothèses ou d'implants, évidemment, y compris au jour d'aujourd'hui par la technologie. Aujourd'hui, par rapport à la sexualité, il existe une sorte de course au dopage sexuel. Est-ce qu'il est possible d'avoir recours à toutes ces technologies pour améliorer ces organes sexuels? Oui. Oui, même si les améliorations sont évidemment sujettes à caution en raison parfois du risque inhérent à la pratique, aux médicaments, aux gestes chirurgicaux, à la prothèse qui pourrait être implantée. Donc oui, il est possible d'y avoir accès, mais les conditions d'utilisation, voire même simplement les conditions d'accès, ont été encadrées par le droit. Ce qui signifie tout simplement que si demain de nouveaux produits, de nouveaux actes voient le jour, immédiatement on va penser à des conditions d'accès et des conditions d'utilisation. Est-ce que ça signifie qu'on est obligé de respecter le droit français pour avoir accès à ces produits et à ces actes? Non. Non, bien sûr que non. On peut aller faire du tourisme et aller accéder à ces produits autrement. Pardon. Mais bien évidemment, on peut même y avoir accès à des produits contrefaits ou avoir accès à des prothèses de qualité moindre. Sauf que ça présente un risque. Les conditions d'accès et d'utilisation en France sont là pour garantir la qualité des produits et des actes. Et bien évidemment, lorsqu'on accède, surtout via l'outil Internet, à des produits qui connaissent moins de conditions strictes d'accès ou d'utilisation, la qualité peut être l'un des vecteurs qui pourrait faire défaut ou être réduite. Alors justement, dans une seconde sous-partie, puisqu'on admet qu'il existe des organes sexuels augmentés, le droit pénal s'est interrogé, ou en tout cas peut s'interroger sur la prise en compte de l'homme augmenté en matière de sexualité. Dit autrement, bien évidemment, je ne vais pas évoquer, puisque je n'en ai pas les conséquences, même si c'est peut-être ce qui vous intéresserait, les questions purement physiologiques
Est-ce que c'est mieux en durée, en intensité? Est-ce des questions philosophiques, sociologiques? Est-ce que ça améliore les rapports ou non? Je n'en ai pas les compétences, moi je me cantonne à ce que je connais, c'est-à-dire comment le droit appréhende cette situation. Et en la matière, le droit ne se pose qu'une seule question. Est-ce que l'homme augmenté peut être auteur d'infractions sexuelles? Est-ce qu'il peut être victime d'infractions sexuelles? Et quelle que soit la situation, comment la qualifier? 2 remarques préliminaires, là encore sans mauvais jeu de mots. D'abord, je souhaite rappeler les limites pénales que tout le monde connaît a priori, mais il me semble que c'est quand même un postulat nécessaire. Les limites pénales, il y en a essentiellement 2 en matière de sexualité. La première limite, c'est celle du consentement. Sont légaux tous les actes sexuels consentis, ce qui permet d'incriminer le viol et toutes les agressions sexuelles. Deuxième limite, la minorité. La minorité est un deuxième levier que peut actionner le droit pénal pour sanctionner un acte sexuel. Le mineur a un accès à la sexualité à compter de 15 ans, même s'il existe encore quelques interdits pour lui entre 15 et 18 ans. Aucun acte sexuel avant 15 ans, y compris lorsque le mineur y consent. Deuxième petite remarque, c'est qu'il est plutôt novateur en droit pénal de s'interroger sur le corps augmenté, puisque traditionnellement, c'est plutôt la question du corps diminué qui a longtemps occupé les esprits en droit pénal. Soit le corps diminué de la victime, cherché par des produits ou des actes à altérer son consentement, la fameuse pilule du viol, ou encore le viol sur victime anesthésiée, ou le corps a diminué. Et cette fois-ci, c'était la tentative de diminuer la libido, notamment des délinquants sexuels. S'interroger sur le corps augmenté et la sexualité, c'est plutôt une nouveauté. Est-ce que pour autant c'est difficile? Le premier constat va être simple, c'est que l'homme augmenté est, comme n'importe qui, soumis au respect des lois d'ordre public. Donc il va devoir respecter les limites du permis et de l'interdit. Deuxième remarque, est-ce qu'on pourrait se dire, même si tout est consenti, est-ce qu'on pourrait rechercher, si on a eu des relations sexuelles avec un homme augmenté, homme avec un grand H bien sûr, est-ce que si on découvre cette augmentation au moment de l'acte sexuel, est-ce qu'on pourrait se dire que finalement on a été trompé, escroqué, que peut-être on n'aurait pas souhaité avoir la relation si on avait découvert ça avant? Non. Est-ce qu'il existe une escroquerie en droit pénal? Oui, le délit d'escroquerie existe, mais il a un rapport avec l'argent, c'est l'utilisation de manœuvres dolosives pour obtenir un bien ou de l'argent, bien évidemment, c'est donc écarté de ces considérations. Pour en revenir à nos considérations, est-ce qu'il est possible pour l'homme augmenté de commettre une infraction sexuelle? Évidemment, oui. Est-ce qu'un homme augmenté peut commettre un viol? Oui. Comment le droit pénal va appréhender cette solution? Est-ce que c'est plus grave finalement d'avoir recours à une augmentation des organes sexuels pour commettre une infraction? Il y a eu c'est une vraie question, il y a eu de grandes affaires. Je vous rappelle en 2007 l'affaire du petit Eonis qui a été victime de viol par un individu qui avait consommé du Viagra. Est-ce que c'est plus grave ou moins grave? Eh bien, il existe en droit pénal un mécanisme qui s'appelle le jeu des circonstances aggravantes qui va permettre d'augmenter la peine encourue. Ces circonstances aggravantes en matière sexuelle, elles sont listées à l'article 222-24 du Code pénal, et sans toutes vous les reprendre parce qu'il y en a 12, aucune ne permet d'aggraver le viol qui serait commis par un homme augmenté. C'est exactement la même intensité en termes de peine encourue, et éventuellement, peut-être que la peine prononcée sera considérée comme plus grave ou moins grave par une cour d'assises qui prendra en considération, ou qui prendrait en considération le fait que l'individu a eu recours à des produits pour améliorer les performances sexuelles ou pour même améliorer l'apparence de son organe sexuel dont ensuite il s'est servi. Question inverse, est-ce qu'on peut violer un homme augmenté? Oui. Est-ce qu'on peut violer un homme augmenté? Oui. Et là encore, est-ce que c'est plus grave ou moins grave? C'est la même intensité de gravité qui va être retenue. Est-ce qu'on peut, poussons plus loin, imaginons que demain soit créée une version améliorée de ce qui existe déjà, et un robot, pourquoi pas, qui pourrait être piloté, dirigé pour commettre une infraction sexuelle. Comment appréhender cette situation?
Mais ce serait un viol. Bien sûr, on ne poursuivrait pas le robot. Bien sûr, on poursuivrait la personne qui pilote le robot. Pour petit rappel, on n'a pas attendu les nouveautés technologiques pour avoir recours à un objet pour commettre une infraction sexuelle. Pendant malheureusement longtemps, le simple bâton a suffi pour compenser une dysfonction sexuelle, quelle qu'elle soit. Imaginons, transportons encore plus loin, est-ce qu'on peut violer un robot? Non. Non, parce que le robot n'est pas une personne et que le droit pénal ne protège que les personnes. C'est un résumé, un bond rapide qui va faire hurler les pénalistes qui m'entendraient, mais pour résumer, c'est un peu la philosophie du droit pénal. Ce n'est pas autrui, donc on ne peut pas violer une personne. En résumé, vous l'aurez compris par rapport à cette première sous-partie, l'augmentation pure et simple des fonctions sexuelles ou de l'apparence sexuelle, donc des organes sexuels quels qu'ils soient, n'a pas d'impact en droit pénal, ne modifie ni les règles ni les sanctions encourues. Et la grande question, c'est qu'en est-il maintenant des relations sexuelles augmentées? Alors je vous propose de répondre tout de suite à cette seconde question dans une seconde partie. Et cette seconde partie va être l'occasion pour moi ici d'aborder deux points. D'abord, le sexe à distance, qui va pouvoir être encore amélioré par le biais des technologies. Et ensuite, le sexe virtuel, pourquoi pas la sexualité du cyborg. Il me semble, parce que je n'ai malheureusement pas pu être présente ce matin aux interventions qui ont lieu, on vous a parlé des cyborgs, et qu'en plus, a priori, ces cyborgs avaient le plus souvent un visage féminin. Donc, on va s'intéresser également à cette question. Alors d'abord, dans un premier temps, le sexe à distance, pourquoi? Parce que je me suis posé une question. À l'heure où se développe la télémédecine, je me suis demandé si les gadgets qui existent déjà à l'heure actuelle, ces gadgets qui permettent à deux individus d'avoir une relation sexuelle consentie à distance, via l'utilisation d'une télécommande, mais qui ne permet un éloignement que de quelques mètres, s'il était possible d'imaginer demain du télésexe via l'outil Internet. Et je suppose que les technologies pourront un jour permettre et offrir cette possibilité. Du coup, comment en droit pénal, on appréhenderait cette solution? Vous l'aurez compris, et bien, tout simplement en appliquant les règles du permis et de l'interdit. Et la seule possibilité d'avoir une différence avec la non-utilisation du télésexe, c'est que depuis longtemps, on considère que l'outil Internet, l'utilisation de l'outil Internet, lorsque cet outil a permis d'entrer en contact avec la victime, c'est une aggravation pour le viol. Dit autrement, il est plus grave de violer un individu qu'on a contacté en dehors d'Internet. L'inverse, il est plus grave de violer un individu qu'on a contacté via l'outil Internet que de violer un individu qu'on a contacté dans la rue. Je vous lis la circonstance aggravante telle qu'elle existe maintenant depuis plusieurs années. Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé d'un réseau de communication électronique. Donc c'est éventuellement la seule différence qui pourrait exister dans le télésexe avec une relation sexuelle interdite, illicite, dite classique. Toujours les mêmes limites, la limite du consentement et la limite de la minorité. Les mineurs de 15 ans n'y auraient pas accès. Qu'en est-il, enfin, pour terminer, du sexe virtuel? Donc il existe déjà ce sexe virtuel, mais sous-entendu une version améliorée par la technologie. Qu'en est-il de ce sexe virtuel? À mon sens, on a deux situations à imaginer. D'abord, les images purement sexuelles. Ensuite, les personnages virtuels. Alors, les images sexuelles, la question des images sexuelles, ça serait bien sûr la question des images sexuelles qui mettraient en jeu, en cause, un homme augmenté. Cette question n'est pas nouvelle, c'est la pornographie, ni plus ni moins. Elle existe depuis à peu près aussi longtemps qu'existent les activités sexuelles. On retrouve des traces de pornographie, y compris dans la préhistoire, des groupes de chasseurs-cueilleurs qui avaient certaines activités. Donc c'est très ancien. Aujourd'hui, l'évolution des mœurs et de la technologie ont juste donné un petit coup d'accélérateur à la diffusion des messages à caractère pornographique. Aujourd'hui, par rapport à cette pornographie, il existe un interdit, c'est celui des mineurs. Les mineurs ne peuvent être ni objet d'une œuvre pornographique, ni être spectateurs d'une œuvre pornographique.
Si on comprend tous assez vite pourquoi le mineur ne peut pas être objet d'une œuvre pornographique, pourquoi il ne peut pas être utilisé pour qu'on fixe son image dans une œuvre pornographique, il est un peu plus surprenant, notamment pour le mineur de 15 à 18 ans, qu'il n'ait pas le droit de voir, puisqu'il a, je vous le rappelle, presque toute latitude pour faire. Si ce n'est cette considération, la pornographie est donc libre, sauf ces deux interdits. Que ferait-on donc des images de l'homme augmenté qui choisirait ensuite de diffuser les images de sa sexualité? Eh bien, à nouveau, question simple, réponse simple, on appliquerait les interdits. Oui, on peut fixer la reproduction de relations sexuelles d'un homme augmenté, à condition qu'il soit d'accord pour le fait de fixer son image, ensuite le fait de diffuser son image. Seul interdit, s'assurer qu'un mineur n'y ait pas accès. Avec une toute petite parenthèse que j'ouvre et que je referme très rapidement, on pourrait bien sûr discuter de la fragilité de ces barrières sur l'outil Internet, puisqu'il suffit de cliquer sur « J'ai 18 ans ». Et on aurait accès à la sexualité de l'homme augmenté. Mais comme aujourd'hui, on peut avoir accès à la sexualité des femmes blondes, des hommes de 50 ans, des personnes transsexuelles, etc., etc. Ce serait une nouvelle catégorie, pourquoi pas, dans la pornographie. Seconde situation, celle qui intéresse un peu plus l'objet du débat, ce serait la possibilité d'avoir des images sexuelles purement virtuelles, hein, les personnages virtuels. Est-ce qu'on peut trouver ce type d'image? Oui. Est-ce qu'elles existent déjà? Oui. On pense tous aux fameux mangas, et on pourrait juste avoir une version nouvelle de ces images, de ces personnages virtuels. Est-ce que ces personnages virtuels peuvent avoir des relations sexuelles? Oui. Y compris des relations sexuelles qui s'apparentent à un viol? Oui, sans difficulté. Seul interdit, que ces images puissent être accessibles à un mineur de 18 ans. Un mineur de moins de 18 ans, sous-entendu. Autre limite en la matière, et là elle est importante puisqu'elle existe dans le code pénal, c'est que par contre, on ne pourrait pas prendre des personnages virtuels et leur faire avoir une relation sexuelle, y compris consentie, dès lors que l'un des deux personnages semble être un mineur. Pourquoi? Parce que le code pénal interdit non seulement qu'un mineur vivant fasse l'objet d'une œuvre pornographique, mais aussi qu'un mineur virtuel fasse l'objet d'une œuvre pornographique. Par définition, si le mineur représenté par le personnage, si le personnage représenté plutôt ressemble à un mineur, l'interdit sera réalisé. Sauf s'il est établi que finalement il ne s'agissait pas d'une personne mineure mais qu'elle avait au moins 18 ans. Quand on imagine des personnes purement virtuelles, il va être compliqué d'apporter la preuve contraire, d'apporter la preuve que c'est un robot qui avait par exemple plus de 18 ans. Donc le délit serait constitué. C'est une limite qui existe, et tant qu'elle existe, c'est une limite qu'on rencontre, et c'est la seule limite, via ces personnages virtuels. En conclusion, et donc je profite ici pour rattraper un tout petit peu le temps, là encore c'est une pure excuse. En conclusion, bien sûr, on a la réponse à la question comment le droit pénal appréhende-t-il la sexualité de l'homme augmenté? Est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est une révolution? Ce n'est bien sûr ni une évolution ni une révolution du droit pénal, c'est une évolution des comportements. C'est une évolution des comportements puisque c'est un nouvel acteur ou pourquoi pas de nouvelles relations possibles. Mais ce n'est pas une évolution ni une révolution des règles. Et puisqu'on a parlé de sexualité et donc de choses très glamour, je vous propose de conclure en apportant une petite touche de romantisme. Et quid dans tout cela de l'amour, de l'homme augmenté? Je pense que c'est une toute autre question qui mériterait une autre intervention. Merci.